Peu de personnages ont eu la même influence dans l'histoire des arts martiaux et du cinéma que Bruce Lee. Le mystère entourant sa mort inattendue a donné lieu à d'innombrables théories qui résonnent encore aujourd'hui. Rejoignez-nous pour examiner les détails les moins connus de son décès, reconstituer son dernier jour et examiner les diverses spéculations qui entourent sa disparition soudaine. Jeunesse. Avant d'aborder les différentes théories entourant la mort de Bruce Lee, explorons d'abord la vie remarquable de cette star emblématique du cinéma d'arts martiaux. Cela aidera à préparer le terrain pour nos prochaines discussions dans cette vidéo. Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 à San Francisco. Cependant, la famille de Lee est retournée à Hong Kong alors qu'il n'avait que 4 mois. C'est là qu'il passera la majeure partie de son enfance. Une exposition précoce au monde du divertissement était inévitable, grâce au double rôle de son père en tant que chanteur d'opéra et acteur à temps partiel. Même pendant son enfance, Lee a fait des apparitions dans des films, endossant souvent des rôles de délinquants juvéniles ou de gamins des rues. Adolescent, Lee s'est impliqué dans des gangs locaux et a commencé à apprendre le kung-fu pour se défendre. Il a étudié auprès de maître Yip Man, l'un des maîtres de kung-fu les plus respectés de Hong Kong. Lee a également pris des cours de danse, ce qui l'a aidé à améliorer son jeu de jambes et son équilibre. Lee a également pris des cours de danse, ce qui l'a aidé à améliorer son jeu de jambes et son équilibre. Jusqu'à la fin de son adolescence, Lee s'est retrouvé de plus en plus empêtré dans des bagarres de rue. Il a même à un moment donné battu le fils d'une famille de triades notoire. Il est intéressant de noter que cet incident deviendra plus tard pertinent dans une théorie liée à sa mort. Comme vous le découvrirez bientôt, lié à sa mort, comme vous le découvrirez bientôt. En 1958, un affrontement entre l'école Wing Chun de Lee et une école rivale d'arts martiaux de Pie Choi Lee a provoqué une confrontation sur le toit. En réponse à un coup de poing injuste d'un autre jeune, Bruce se vengea avec tant de violence qu'il délogua une dent du garçon, ce qui poussa ses parents à porter plainte auprès de la police. Comme ses parents étaient de plus en plus inquiets de son implication dans des bagarres de rue et des accrochages avec les forces de l'ordre, ils décidèrent de l'envoyer aux États-Unis peu après ses 18 ans. Il y vécut avec des amis de la famille à Seattle. Il poursuivit ses études secondaires et obtint son diplôme de l'Edison Technical School à Capitol Hill. Pendant son séjour à Seattle, il commença non seulement à enseigner les arts martiaux, mais inaugura également sa toute première école d'arts martiaux. En mars 1961, il devint étudiant à l'Université de Washington, où il étudia la philosophie et le théâtre. Pendant ses études à l'université, il rencontra Linda Emery, sa future épouse, qui était également étudiante et aspirait à devenir enseignante. En raison des restrictions en vigueur sur les relations interraciales dans plusieurs États américains, ils choisissent de se marier discrètement en août 1964. De leur union naissent 2 enfants, Brandon et Shannon Lee. En 1964, il s'installe à Oakland, en Californie, pour fonder une deuxième école d'arts martiaux. C'est à cette époque qu'il crée sa propre technique, connue sous le nom de Jeet Kune Do. Cette technique est un mélange de kung-fu ancien, d'escrime, de boxe et de philosophie. Il commence à l'enseigner à la place des arts martiaux traditionnels. Attirant l'attention pour ses compétences, il attire l'attention d'un producteur de télévision lorsqu'il fait une démonstration de kung-fu lors d'un tournoi de karaté dans la région de Los Angeles. Cela le conduit à jouer le rôle de Kato, l'acolyte, dans la série télévisée Green Hornet, diffusée de 1966 à 1967. Green Hornet a fait découvrir Bruce Lee au public américain et a été la première émission américaine à présenter des arts martiaux de style asiatique. Bien que le réalisateur ait souhaité que Lee utilise le style de combat américain conventionnel, avec les poings et les coups de poing, Lee a refusé, affirmant qu'il utiliserait son propre style. Pendant le tournage, ses mouvements rapides ont dû être ralentis pour la caméra. Après l'annulation de The Green Hornet, Lee a eu du mal à décrocher des rôles d'acteur. Pour compléter ses revenus, il a commencé à offrir des cours particuliers de Jeet Kune Do à des sommités d'Hollywood, notamment à Steve McQueen. En 1971, Lee avait l'intention de créer sa propre série télévisée. Il l'a intitulée The Warrior, et le concept tournait autour d'un immigrant chinois voyageant dans le Far West américain, utilisant ses prouesses en kung-fu pour combattre les malfaiteurs. Le décor serait San Francisco
et Bruce Lee lui-même devait jouer le personnage principal. Lee a présenté l'idée à Warner Bros., mais ils l'ont rejetée. Il est intéressant de noter que le concept de Lee a ensuite été remanié et renommé Kung Fu, mais Warner Bros. N'a pas reconnu sa contribution. Le studio a affirmé qu'il travaillait sur une idée similaire depuis un certain temps. Des sources suggèrent que l'accent de Lee a joué un rôle dans son exclusion du casting. Dans une interview, Lee a attribué la décision au malaise du studio, à l'idée de choisir un personnage asiatique. Il a exprimé sa compréhension, mentionnant que lui aussi aurait pu avoir me réserve quant au choix d'un acteur principal blanc dans un projet à Hong Kong. Frustré par ses difficultés à décrocher des rôles qui lui conviennent, il décide de retourner à Hong Kong en 1971. À l'époque, il ne sait pas que le Green Hornet a rencontré un succès à Hong Kong et est officieusement surnommé le Kato Show. À sa grande surprise, il se retrouve reconnu comme la star du show. Après avoir entamé des négociations avec les studios Shaw Brothers et Golden Harvest, Lee signe un contrat avec Golden Harvest, s'engageant sur 2 projets de films. Ainsi, la même année où il retourne à Hong Kong, Lee interprète son premier rôle principal dans le film The Big Boss, qui remporte un succès retentissant au box-office en Asie, le propulsant au rang de star. Par la suite, en 1972, il joue dans Fist of Fury, un film qui pulvérise les records du box-office établis auparavant par The Big Boss. Après avoir terminé son contrat initial de 2 ans, Lee entame des négociations pour un nouvel accord avec Golden Harvest. Par la suite, il s'associe à Raymond Chow pour créer Concord Production Inc., Lee dirigeant les décisions créatives et Chow supervisant les questions administratives. En se lançant dans son 3e film, La Voix du Dragon, Lee a assumé le contrôle complet de sa production en tant que scénariste, réalisateur, star et chorégraphe des scènes de combat. Dans La Voix du Dragon, Lee a assumé le contrôle complet de sa production en tant que scénariste, réalisateur, star et chorégraphe des scènes de combat. Dans La Voix du Dragon, Lee a présenté Chuck Norris aux spectateurs comme son adversaire. Leur confrontation mémorable est saluée comme l'une des plus grandes scènes de combat de l'histoire des arts martiaux et du cinéma. Les recettes mondiales combinées de La Fureur de vaincre et de La Voix du Dragon se sont élevées respectivement à environ 100 millions de dollars et 130 millions de dollars. D'où à octobre 1972, Lee a commencé à travailler sur la création de son 4e film, sous la bannière de Golden Harvest, Le Jeu de la mort. Le Jeu de la mort. Au cours de cette période, il a commencé à filmer diverses scènes, notamment sa mémorable séquence de combat avec la star américaine du basketball de 2,18 m, Karim Abdul-Jabbar. Cependant, en novembre 1972, le tournage de Game of Death fut brusquement interrompu lorsque Warner Brothers fit une offre alléchante à Lee, lui offrant la possibilité de jouer le rôle principal dans Enter the Dragon. Ce film fut le premier à être produit en collaboration entre Concord, Golden Harvest et Warner Brothers. Le tournage de ce nouveau film commença à Hong Kong en février 1973 et se termina avec succès en avril 1973. Malheureusement, quelques mois seulement après la fin d'Enter the Dragon et à peine 6 jours avant sa sortie prévue à Hong Kong, la vie de Lee fut écourtée. Dernier jour. Le dernier jour de sa vie commença sur une note positive. Le matin du 20 juillet 1973 à Hong Kong, la star de cinéma de 32 ans rencontra l'acteur australien George Lazenby, connu pour son rôle de James Bond dans le film de 1969 Au service secret de Sa Majesté. Le but de cette rencontre était de discuter d'un rôle potentiel de Lazenby dans son prochain film Le Jeu de la mort. Après sa conversation avec Lazenby, Lee rencontra son partenaire commercial Raymond Chow à sa résidence vers 14 h. Le duo discuta de la production du Jeu de la mort jusqu'à 16 h. Ensuite, ils se rendirent au domicile de Betty Ting Pei, une actrice taïwanaise et collègue de Lee. Là, ils examinèrent attentivement le scénario du film. Finalement, Chow prit congé pour assister à un dîner de travail prévu. Plus tard dans la journée, Lee se plaignit d'un mal de tête. Betty lui donne alors de l'équagésique, un médicament qui combine l'aspirine et le méprobamate, un anxiolytique. Lee s'allonge sur le lit de Betty et ne se relève plus. 2 heures après que Lee se soit couché, Betty tente de le réveiller, mais en vain. Elle contacte alors en urgence Chow, qui se trouve au restaurant.
Sans attendre, il se précipite à son appartement et tente lui aussi de réveiller Lee, mais en vain. Inquiets, ils appellent un médecin qui, pendant les 10 minutes qui suivent son arrivée, pratique la réanimation cardiopulmonaire. Mais en vain. Pour éviter tout scandale, Chow décide d'appeler une ambulance. Lee est rapidement transporté à l'hôpital Queen Elizabeth, situé à 25 minutes de là. Là, les professionnels de la santé poursuivent leurs efforts pour le réanimer. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les médecins ont officiellement enregistré l'heure de la mort de Lee à 23h30, empoisonné par son amant jaloux. Décédé à l'âge de 32 ans, malgré son apparence extérieure de vitalité, la mort de Bruce Lee fut un événement déroutant qui laissa de nombreux fans dévoués du mal à accepter les explications officielles. Les résultats de l'autopsie n'ont révélé aucun signe de blessures externes. Au lieu de cela, la cause de sa mort a été attribuée à une accumulation excessive de liquide, qui a conduit à un gonflement de 13% de son cerveau et s'est accompagné d'une pression dangereusement élevée. De plus, des traces de marijuana ont été détectées dans son estomac. La cause officielle du décès de Bruce Lee a été officiellement citée comme un œdème cérébral déclenché par une hypersensibilité à l'équigésique, le médicament administré par Betty. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une série de théories du complot émerge. Chow, peut-être avec la réputation de Lee en tête, a involontairement ajouté à la confusion en affirmant que l'icône des arts martiaux s'était effondrée en présence de sa femme, Linda. Cependant, ce récit fut rapidement démenti par la presse de Hong Kong, jetant le doute sur la crédibilité de Chow. Cette divergence alimenta les rumeurs selon lesquelles Lee aurait eu une liaison amoureuse avec Ting, ou dans les spéculations plus sensationnelles, selon lesquelles sa mort était liée à une réunion de débauche alimentée par la drogue. Une fois que les rumeurs d'une connexion entre Betty et Lee ont gagné du terrain, les fans passionnés ont rapidement commencé à pointer du doigt l'actrice taïwanaise comme la cause potentielle de sa disparition. Selon ce récit, c'était Betty qui avait administré la dose fatidique d'équagésique, ce qui a conduit certains à spéculer qu'elle avait dû l'empoisonner intentionnellement. Au milieu de l'escalade des conjectures, des suggestions ont émergé selon lesquelles Lee et Betty auraient pu être empêtrés dans une relation amoureuse. Mais Lee cherchait prétendument à mettre fin à la relation. Dans ce récit, l'acte présumé de Ting était motivé par une rage jalouse et un désir de vengeance. Ces notions spéculatives se sont répandues dans le monde réel, déclenchant une chaîne d'événements. À Kuala Lumpur, des étudiants sont descendus dans la rue, brandissant des pancartes sur lesquelles était écrit « Betty a tué Bruce ». Alors que des rumeurs se propageaient à Hong Kong, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Ting avait été tué. Au début du mois d'août, une alerte à la bombe alarmante a été signalée à la police. Un colis suspect couvert d'écritures chinoises a été découvert sur une place publique, portant le message « Betty Ting connaît la cause de la mort de Bruce Lee ». Après inspection, la bombe s'est avérée être une fausse alerte. Elle ne contenait que des déchets. Cependant, dans les semaines qui ont suivi, 3 fausses bombes ont été posées à travers la ville, chacune accompagnée de messages tels que « Vengeance pour Bruce Lee », une inquisition. Le gouvernement colonial britannique s'est retrouvé dans une situation difficile, car si les scandales impliquant des célébrités pouvaient être mis de côté, les alertes à la bombe exigeaient une attention particulière. Pour tenter de rétablir un sentiment d'assurance et de tranquillité, les autorités ont pris une mesure décisive en lançant une enquête approfondie sur les circonstances entourant la mort de Bruce Lee. Pourtant, malgré cette enquête officielle, un dilemme déconcertant est apparu. Les experts réunis n'ont pas pu parvenir à un consensus unanime concernant la cause sous-jacente de décès de Lee. L'autopsie avait révélé l'explication médicale, un œdème cérébral, mais le coroner ne savait pas ce qui avait provoqué cet état. Dans un premier temps, 2 médecins traitant de Lee avaient pointé du doigt la marijuana qu'il avait consommée cet après-midi fatidique comme étant la cause potentielle du décès. Mais cette hypothèse fut rapidement discréditée car les preuves scientifiques contredisaient l'idée que la marijuana pouvait provoquer un œdème cérébral. L'enquête piétinant, il fut décidé de convoquer le médecin légiste Donald Terry de Londres. Fort de son expérience de plus de 1000 autopsies, Thierry fut chargé d'enquêter sur le cas de Lee. Son hypothèse concernant la mort de Lee
reposait sur la possibilité d'une réaction allergique grave à l'aspirine, entraînant un choc anaphylactique. Devant l'absence d'alternatives plus plausibles, le gouvernement accepta à contre-cœur cette conclusion. Cependant, une partie importante des fans de Lee rejeta cette explication. Cela semblait peu plausible, car Lee avait consommé régulièrement de l'aspirine tout au long de sa vie d'adulte, sans ressentir d'effets indésirables. De plus, la théorie de l'anaphylaxie, une réaction allergique extrême, n'a pas réussi à s'imposer pour plusieurs raisons impérieuses. En général, l'anaphylaxie s'accompagne d'une série de symptômes tels qu'une inflammation de la trachée, du cou, de la langue et des lèvres, ainsi que de l'urticaire et des rougeurs et des démangeaisons cutanées autour de la bouche. Dans les cas les plus graves, le gonflement de la gorge entraîne l'obstruction des voies respiratoires, ce qui entraîne une asphyxie et, à terme, un œdème cérébral. Cependant, l'autopsie pratiquée sur Lee n'a révélé aucun signe de ces symptômes anaphylactiques. Cela jette en soi le doute sur la possibilité qu'une allergie à l'aspirine soit la cause du décès de Lee. Coup de chaleur. Dans une biographie de 2018, l'auteur américain Matthew Polly a avancé une théorie alternative. Il a suggéré que l'œdème cérébral responsable du décès de Lee aurait pu être déclenché par une combinaison de surmenage et de coups de chaleur. Cet angle de vue met en lumière la raison pour laquelle le coup de chaleur n'était pas considéré comme un facteur à l'époque. À cette époque, la compréhension de la maladie était limitée. Les experts s'étaient concentrés sur les événements du 20 juillet 1973, sans tenir dûment compte des preuves antérieures. Il est intéressant de noter que quelques mois avant son décès, Lee avait subi une intervention chirurgicale pour retirer les glandes sudoripares de ses aisselles. Selon Polly, cette procédure, motivée par le souci esthétique de Lee pour son apparence à l'écran, aurait pu potentiellement entraver la capacité de son corps à dissiper la chaleur. Ajoutant du poids à cette hypothèse environ 10 semaines avant sa mort, le 10 mai 1973, Lee est entré dans une petite salle de doublage pour l'enregistrement des dialogues d'Enter the Dragon. Pour préserver la qualité de la bande sonore, la climatisation a été éteinte. La pièce est devenue de plus en plus chaude. Après environ une demi-heure dans ces conditions, Lee s'est évanoui et a eu des convulsions. Heureusement, des soins médicaux rapides lui ont permis d'éviter de graves conséquences. On lui a diagnostiqué un œdème cérébral qui a été traité à temps. On pense que son effondrement ce jour-là était probablement dû à un coup de chaleur. Pour étayer cette théorie, les archives de l'Observatoire de Hong Kong révèlent que le jour de la mort de Lee, le 20 juillet 1973, était le jour le plus chaud du mois dans la ville tropicale. Le point de vue de Polly suggère en outre que les efforts de Lee dans la chaleur étouffante ce jour-là pourraient avoir provoqué un coup de chaleur, aggravant l'œdème cérébral qui s'est finalement avéré fatal. Les triades et les maîtres du kung-fu. Une autre perspective a avancé l'idée que si Betty, l'actrice taïwanaise, n'agissait pas de son propre chef, elle aurait pu être une tueuse à gages présumée pour le compte de divers syndicats de triades. Malgré un manque de preuves concrètes, cette idée a gagné du terrain. Les rencontres passées de Lee avec les triades, y compris son affrontement avec le fils d'un chef de gang local lors de ses escarmouches de jeunesse dans la rue, ont donné du crédit à cette idée. On pensait même que le refus de Lee de payer de l'argent pour sa protection aux triades de Hong Kong sur les plateaux de tournage aurait pu conduire à sa disparition. Selon ce récit, il aurait encouru la colère de ces organisations criminelles, qui auraient orchestré son assassinat. Alternativement, une autre ligne de spéculation impliquait des gangs de Chine continentale, suggérant qu'ils avaient des motivations pour éliminer Lee. Cette théorie proposait que la popularité croissante des films cantonais de Lee constituait une menace pour la domination du cinéma en mandarin. Craignant l'impact sur leurs investissements, ces groupes auraient pu considérer l'élimination de Lee comme un moyen de protéger leurs intérêts financiers. Une autre théorie intrigante présente l'idée que les maîtres chinois de kung-fu pourraient être responsables de la disparition de Lee en raison de son implication dans l'enseignement des arts martiaux à des étudiants étrangers. Malgré les avertissements de ses collègues maîtres, Lee est resté déterminé à entraîner des étudiants américains. Cette persistance aurait conduit à une attaque utilisant une technique de Dim Mak, surnommée le toucher de la mort. Cette technique mortelle consiste à frapper les points de pression de l'adversaire, ce qui finit par entraîner sa mort. Bien que cela reste fermement dans le domaine des théories du complot,
La pratique de Lee consistant à entraîner des étudiants étrangers aux arts martiaux a souvent suscité des discussions à Hong Kong. Notamment, l'icône américaine Chuck Norris a dû intervenir à un moment donné pour étouffer une rumeur, suggérant que Lee lui avait enseigné le kung-fu. Cela a souligné à quel point de telles rumeurs avaient imprégné le discours populaire. Pour renforcer l'idée que les maîtres de kung-fu ciblaient Lee, un incident important s'est produit en 1964 dans le quartier chinois d'Auckland. Lee a engagé un combat privé controversé avec Wang Jackman, un disciple direct de Ma Qinfeng. Un combat privé avec Wang Jackman, un disciple direct de Ma Qinfeng, réputé pour son expertise en Xingyi Quan, Shaolin du Nord et Tai Chi. Selon le récit de Lee, la communauté chinoise lui a lancé un ultimatum pour cesser d'enseigner aux non-chinois. Son refus a incité Wang à le défier pour un combat. La stipulation était claire. Si Lee perdait, il devrait fermer son école. S'il sortait victorieux, il pourrait continuer à enseigner aux non-chinois. Wang, d'autre part, a contredit ce récit. Il a déclaré que sa décision de défier Lee découlait des déclarations vantardes de Lee lors d'une de ses représentations dans un théâtre de Chinatown, où il affirmait qu'il pouvait vaincre n'importe qui à San Francisco. Wang a souligné que son défi n'était pas fondé sur la discrimination contre les non-chinois, y compris les Blancs. En ce qui concerne le combat privé entre Lee et Wang, il existe différentes versions des événements. Selon Wang, la confrontation a duré 20 à 25 minutes, ce qui est inhabituel. Le récit de Wang décrit un scénario dans lequel il s'attendait initialement à un combat sérieux mais respectueux, mais qui s'est heurté à l'attaque agressive de Lee, apparemment motivée par une intention meurtrière. Wang a raconté qu'il lui a tendu une poignée de main traditionnelle, à laquelle Lee a apparemment répondu. Cependant, Lee aurait utilisé un mouvement de lance avec sa main, dirigé vers les yeux de Wang. Face à cette menace pour sa sécurité, Wang a affirmé qu'il s'était abstenu de porter des coups potentiellement mortels, craignant des conséquences juridiques. Au lieu de cela, il a utilisé des boutons de manchette dissimulés sous ses manches pour gérer la situation. Inversement, selon le récit de Lee et corroboré par certains témoins, l'engagement s'est terminé en seulement 3 minutes, ce qui a abouti à un triomphe décisif. Pour Lee, le livre de Michael Dorgan, Bruce Lee's Toughest Fight, publié en 1980, a ajouté une autre perspective au discours. Dorgan a suggéré que le match s'était terminé en raison de l'épuisement de Lee, plutôt que d'un coup définitif de l'un ou l'autre des combattants. Il est maintenant temps de passer au choix des abonnés du jour. Jetez un œil à cette image. À droite, Bruce Lee adopte une position de combat formidable, dégageant force et confiance. Cependant, l'image de gauche dépeint une scène contrastée, représentant Bruce Lee allongé paisiblement dans un cercueil. Ces images saisissantes nous invitent à réfléchir sur les contrastes dans la vie de Bruce Lee et son décès éventuel. Alors, que pensez-vous des facteurs possibles qui contribuent à cette situation? Vous avez été témoin de la mort prématurée de Bruce Lee? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires. Partenaire commercial jaloux. Au-delà de cela, une autre personnalité qui a suscité des soupçons n'est autre que Raymond Chow. Comme mentionné précédemment, Chow et Lee ont maintenu un partenariat professionnel, servant de cofondateur de Concord Productions Inc. Il s'agit de la société cinématographique qui a joué un rôle central dans la réalisation de certaines des œuvres cinématographiques les plus célèbres de Lee, notamment La Voix du Dragon, Enter the Dragon et Le Jeu de la Mort. Cependant, sous le vernis de leur collaboration professionnelle, des rumeurs selon lesquelles leur relation personnelle serait marquée par des tensions ont persisté. Les sceptiques, qui ont remis en question le récit officiel de la mort de Lee, ont également spéculé sur le fait que Chow aurait pu orchestrer la disparition comme mesure préventive. L'hypothèse était que Chow avait cherché à empêcher la sortie potentielle de Lee, sa star prisée, vers les États-Unis, où de vastes opportunités abondaient. Il est intéressant de noter que la mort tragique de Lee a représenté un tournant intrigant du destin pour Chow. La légende des arts martiaux disparus, Chow a pris le contrôle total de Concord. Il a notamment acquis les droits de certains des films les plus célèbres de Lee. Ce fait a alimenté des théories intrigantes, certains affirmant que Chow aurait pu exploiter judicieusement la renommée posthume de Lee pour introduire ses films sur un marché international avide de sensations fortes dans les arts martiaux. Quant aux faits avérés,
on ne peut ignorer la réalité cynique selon laquelle Chow a finalement décidé de sortir Game of Death des années après la mort prématurée de Lee. Cette décision a cependant suscité la controverse. Le film n'incluait que 11 minutes d'images enregistrées mettant en scène Lee lui-même. Le reste des scènes du film a été assemblé à l'aide de saucis et de doublures. Fait remarquable, Chow a même choisi d'incorporer des images des funérailles de Lee, une décision qui a sans aucun doute fait froncer les sourcils. Dans ce réseau de spéculations, de faits et de conjectures, le rôle de Chow dans l'héritage posthume de Bruce Lee continue d'être un sujet de fascination et d'intrigue parmi les fans fervents et les esprits curieux. A-t-il bu trop d'eau? Parmi les citations philosophiques les plus célèbres de Bruce Lee figure « Sois de l'eau, mon ami ». Ironiquement, une théorie entourant sa mort lie sa mort à la substance même dont il parlait, l'eau. Un article paru dans l'édition de décembre 2022 du Clinical Kidney Journal a examiné les différentes théories entourant la cause du décès de Lee. L'article postulait que son œdème cérébral mortel aurait pu être précipité par une condition connue sous le nom d'hyponatrémie. Alors, qu'est-ce que l'hyponatrémie exactement? Il s'agit essentiellement d'un état dans lequel les niveaux de sodium dans le sang tombent en dessous de la plage normale, perturbant ainsi l'équilibre électrolytique du corps. Mené par un groupe de professionnels de la santé, originaire de l'Université autonome de Madrid, en Espagne, l'étude suggère que Lee aurait pu consommer par inadvertance une quantité excessive d'eau. Cet apport excessif pourrait avoir entraîné une dilution du sodium dans sa circulation sanguine, altérant sa capacité à expulser l'excès d'eau et à maintenir un équilibre hydrique sain. Il est intéressant de noter que les chercheurs soulignent que le volume d'eau que Bruce Lee aurait consommé le jour de son décès ne serait généralement pas suffisant pour induire une hyponatrémie chez une personne ayant des habitudes normales. Cependant, l'étude attire l'attention sur des indications suggérant que Lee était prédisposé à cette maladie en raison de certains facteurs liés au mode de vie. En examinant de plus près le mode de vie de Lee, les chercheurs ont pu identifier une série de comportements qui le mettaient à risque d'hyponatrémie. Ses choix alimentaires, fortement dépendants de l'alcool et des jus de fruits, ont contribué à ce que l'étude a appelé une consommation chronique de liquide. De plus, la consommation de marijuana par Lee et sa consommation de diverses drogues, dont certaines ont un impact sur la capacité des reins à expulser les liquides excédentaires, ont encore aggravé sa vulnérabilité à la maladie. Il est intéressant de noter que les symptômes présentés par Lee avant son décès correspondaient étroitement aux manifestations documentées des cas d'hyponatrémie mortelle. Compte tenu de ces informations, on est amené à se demander si un excès d'eau aurait pu jouer un rôle dans la mort prématurée de Bruce Lee. Cette hypothèse nous incite à réfléchir à la manière dont nos choix quotidiens peuvent avoir un impact sur notre santé d'une manière que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Une malédiction familiale. L'une des controverses les plus farfelues tourne autour de l'idée qu'une malédiction familiale serait responsable de la mort prématurée de Bruce Lee. Les partisans de cette théorie soulignent le fait regrettable que les parents de Lee aient subi la perte d'un fils avant la naissance de Bruce. Considérant que cette malédiction frappait les membres masculins de la famille, les partisans suggèrent que les parents de Bruce lui ont donné le surnom de Petit Phénix, un nom traditionnellement réservé aux filles. La mère de Bruce, réputée profondément superstitieuse, a choisi de lui donner un nom de fille pour tenter de déjouer les esprits malveillants qui les inciteraient à percevoir son fils comme sa fille. Cet acte était censé protéger Bruce de l'influence perçue de la malédiction. Il est intéressant de noter que cette malédiction est également invoquée pour expliquer le décès tragique du propre fils de Bruce, Brandon Lee, à l'âge de 28 ans pendant le tournage de The Crow. Les adeptes de cette théorie soulignent le parallèle étrange entre le tir accidentel de Brandon sur le plateau et le sort du personnage de Bruce dans le jeu de la mort, qui a été abattu de la même manière pendant le tournage. On soutient que la perte déchirante de Brandon et de son père a joué un rôle dans la solidification du concept d'une malédiction familiale Lee. Cependant, il est important de noter que cette théorie néglige certains faits. Par exemple, le frère aîné de Bruce Lee, Peter, a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans et son frère cadet Robert, un musicien de Hong Kong, est toujours en vie. Cela suggère que l'impact de la malédiction présumée n'est pas uniformément évident chez tous les membres de la famille. Il convient de noter que l'épouse de Bruce Lee, Linda,
a pris des mesures dans le passé pour démystifier certaines théories et rumeurs qui ont circulé sur sa mort. Elle a rejeté avec véhémence l'idée selon laquelle Lee était un gros consommateur de marijuana de son vivant. De plus, elle maintient fermement la cause officielle de sa mort, à savoir un œdème cérébral. Linda a également exprimé son profond désaccord avec l'idée selon laquelle Lee aurait eu une liaison amoureuse avec Betty. Ces déclarations témoignent de son engagement à clarifier le récit entourant la vie et le décès de son défunt mari. Face à ces nombreuses théories du complot, l'héritage de Bruce Lee reste inébranlable. Ces spéculations infondées n'ont pas terni son charisme, ses capacités physiques exceptionnelles, l'enchantement de ses films, ni même son statut plutôt inattendu d'influenceur de style. En fait, après le décès de Lee, ses films ont suscité un culte dévoué, contribuant à sa popularité durable. Bruce Lee lui-même est devenu l'une des icônes les plus importantes de la culture pop du XXe siècle, largement reconnu pour avoir remodelé la représentation des Asiatiques dans le cinéma américain. Son impact va au-delà du grand écran, englobant une profonde influence sur les perceptions culturelles. Le point de vue de Linda résume ce sentiment. Même après toutes ces années, elle a noté que les gens réfléchissent encore aux circonstances du décès de Bruce. Cependant, elle a exprimé sa préférence pour se concentrer sur la façon dont il a vécu. Cette perspective capture l'essence d'un homme dont la vie et les contributions continuent d'inspirer et de captiver, malgré les innombrables controverses qui ont émergé à la suite de son héritage. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain épisode.